Congo, l'opposition dénonce une dérive autoritaire du chef de l'État et parle d'un coup d'État constitutionnel après l'annonce d'une réforme des institutions et d'une probable élection présidentielle anticipée. Au Burundi, la campagne pour le référendum constitutionnel a débuté mardi et doit durer 14 jours. Ce référendum constitutionnel devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, rentrée au pays ce week-end après 4 ans d'exil, réagit. Elle a jugé ce lundi que les accusations de corruption dont elle fait l'objet étaient politiquement motivées. C'est là l'essentiel à développer au cours de ce jour-là. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Burundi, la campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 mai prochain a débuté mardi et doit durer 14 jours. Ce référendum constitutionnel devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 si le oui l'emportait. Reportage. La campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai au Burundi a été lancée mardi et doit durer 14 jours. Seule la campagne pour le oui ou le non est autorisée. Le décret présidentiel publié il y a une semaine prévoit en effet une peine allant d'1 à 3 ans de prison pour quiconque tentera de convaincre les électeurs de s'abstenir de voter. Au total, 26 partis politiques, en très grande partie proches du parti au pouvoir CNDD-FDD et la coalition d'indépendants dénommée Espoir des Burundais, ont été autorisés à faire campagne. L'opposition en exil, regroupée au sein de la coalition Sénared, a appelé la population à boycotter un référendum qui va, selon elle, signer l'arrêt de mort de l'accord de paix d'Arusha de 2000. Les quelques partis politiques d'opposition encore présents dans le pays ont appelé à voter non. Le parti d'opposition Rassemblement national pour le changement RANAC s'est dit inquiet car le gouvernement n'a pas encore communiqué officiellement le projet de constitution révisé pour qu'il soit étudié et que le peuple sache avec certitude le contenu du test qui lui sera soumis. Même la coalition Espoir des Burundais, représentée par 5 membres au gouvernement, assure ne pas avoir connaissance du test définitif. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, qui est rentrée dans son pays ce week-end après 4 années d'exil, contre-attaque. Elle a jugé ce lundi que les accusations de corruption dont elle fait l'objet étaient politiquement motivées. Imaginez-en. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à la présidentielle et alors qu'elle était mise en cause dans un gigantesque scandale de corruption. Elle a accordé un entretien à son domicile à Zomba, dans le sud du pays. Ce n'est pas un sujet dont je souhaite discuter pour l'instant, mais je veux juste que vous sachiez que ce sujet est politique. Je ne le pense pas, je le sais, j'ai des preuves, a-t-elle assuré. Le scandale a éclaté en 2013 alors qu'elle était présidente. Un audit international a révélé que 30 millions de dollars avaient été siphonnés des caisses du pays au profit de dizaines de hauts fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques. La police a délivré en 2017 un mandat d'arrêt contre Joyce Banda qui n'a toutefois pas été inquiétée depuis samedi. Ce continent africain a besoin de plus de femmes leaders. Nous avons besoin d'une réserve importante de femmes leaders pour participer à la gestion de nos affaires d'État et pour participer au leadership. Dans mon cas, je croirai toujours que je me suis donné à 100% à ma fonction. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Les gens étaient même inquiets de la façon dont je travaillais, du surmenage. Je crois donc que j'ai fait de mon mieux et je n'aurai jamais de regrets. Son retour au pays intervient à 1 an des élections présidentielles et législatives prévues en 2019. Joyce Banda n'a pas précisé si elle comptait se présenter. Je suis de retour et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse les jeunes prendre la relève? Est-ce que je reste? Cela doit être discuté au sein de mon parti, au sein du comité exécutif national. Elle dirige le Parti populaire PP qui a été affaibli récemment par le départ de plusieurs de ses responsables. À son retour au Malawi samedi, elle a été accueillie par des centaines de ses partisans qui chantaient « Notre mère est là, la lumière doit revenir ».
L'annonce d'une réforme des institutions et d'une probable élection présidentielle anticipée dès 2019, faite par le président des Comores, Azali Assoumani, suscite la colère de ses adversaires politiques. L'opposition dénonce une dérive autoritaire du chef de l'État et parle même d'un coup d'État constitutionnel. Reportage. Le président des Comores, Azali Assoumani, a jeté un pavé dans la mare en annonçant une réforme des institutions et une probable élection présidentielle anticipée dès 2019. Le chef de l'État a dans un premier temps dévoilé la tenue le 29 juillet d'un référendum constitutionnel qui pourrait, entre autres, supprimer la règle du mandat présidentiel unique. Si le référendum sur les modifications constitutionnelles était approuvé, il y aurait une série d'élections, dont la présidentielle, à laquelle il serait lui-même candidat. À travers ces réformes institutionnelles, le président comorien entend mettre en œuvre les recommandations des assises nationales qui se sont tenues à Moroni en février dernier pour tirer le bilan des 43 ans de l'indépendance de l'archipel. L'opposition a vivement dénoncé lundi les réformes envisagées par le président, dont elle dénonce la dérive autoritaire. Selon elle, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Nous avons un président qui décide tout seul, sans contre-pouvoir. Et c'est un danger, parce que nous avons connu pendant plus d'une décennie une certaine stabilité qui risque d'être remise en cause par cette décision unilatérale. Mi-avril, l'opposition avait déjà critiqué la décision du président Azali Assoumani de suspendre la haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, en raison d'un nombre incomplet de juges. Rendons-nous à présent au Mali où 148 partis politiques d'opposition et associations ont signé, plus précisément dans la capitale Bamako, le manifeste de la coalition pour l'alternance et le changement. Une coalition qui se donne comme objectif de battre dans les urnes lors de la prochaine présidentielle le président Ibrahim Boubacar Keïta qui, selon elle, a échoué après 5 ans à la tête du pays. Reportage Alima Bentouré, notre correspondant sur place. Ils sont venus nombreux remplir la salle du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako qui était pleine à craquer. Militants et sympathisants, tous veulent l'alternance et le changement en 2018. Ils reprochent au président Ibrahim Boubacar Keïta son manque de vision, une improvisation dans tous les domaines de la vie nationale, une gouvernance caractérisée à tout point de vue par la corruption. Pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, plusieurs facteurs indiquent que l'alternance est possible aujourd'hui. Nous engageons tous ensemble, quelles que soient nos différences, quels que soient les problèmes du passé, pour que l'avenir soit meilleur pour l'ensemble du peuple malien. Nous allons nous soutenir, nous allons monter les marches ensemble jusqu'à la dernière marche, parce que nous allons continuer à nous battre pour que le régime actuel disparaisse. L'objectif de la coalition est de réussir de manière légale et pacifique l'alternance au Mali lors de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Amadou Thiam, président du parti ADP Maliba, explique la stratégie que va adopter la coalition. Comme vous avez su remarquer, il y avait la présence des partis politiques les plus significatifs sur la scène politique, des associations, des mouvements politiques qui ont tous apposé la signature pour qu'en cas de deuxième tour, qu'il y ait un soutien mutuel pour pouvoir opérer l'alternance. Et je crois que c'est un acte politique majeur que nous venons de poser cet après-midi. Ce sont 148 partis politiques d'opposition et associations qui ont signé ce manifeste de la coalition pour l'alternance et le changement. Et le candidat de cette coalition qui arrivera au deuxième tour de l'élection du 29 juillet bénéficiera du soutien de l'ensemble des autres partis politiques et associations signataires du manifeste. Toujours au Mali, la mission de l'ONU, la MINUSMA, dénonce des violences contre les civils dans la région de Ménaka, près de la frontière nigérienne. Cette dénonciation intervient après de récentes attaques qui ont fait plus de 40 morts dans cette localité. Plus de détails à travers cet élément. La MINUSMA s'affirme très préoccupée par la montée de la violence dans la région de Ménaka et de ses conséquences sur la protection des civils. Dans un communiqué publié lundi soir, entre le 26 et le 27 avril 2018, 2 attaques armées ont été rapportées contre les campements d'Aklaz et d'Awakassa dans la région de Ménaka. Au moins 47 personnes auraient été tuées et 2 autres auraient été blessées,
affirme-t-elle. Des sources locales avaient annoncé le 27 avril la mort de plus de 40 personnes lors de ces attaques contre des Touaregs et d'Aksaak. Les circonstances de ces attaques ne sont pas encore déterminées, mais des informations indiquent qu'au moins dans le campement d'Awakassa, les personnes auraient été tuées en dehors d'une situation de combat, poursuit la MINUSMA dans son communiqué. Les attaques délibérées contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités peuvent être considérées comme crimes de guerre, a déclaré Mahamat Saleh Anadif, chef de la MINUSMA. Ces tueries se sont produites dans une zone où des djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique ont récemment subi de lourdes pertes face à la force française Barkhane et à l'armée malienne, souvent appuyée par deux groupes armés principalement Touareg, le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié et le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA, issu de l'ex-rébellion. La MINUSMA avait par ailleurs indiqué le 12 avril avoir reçu des informations faisant état notamment d'exécutions sommaires d'au moins 95 personnes lors d'opérations anti-djihadistes menées dans la région de Ménaka depuis février par une coalition de groupes armés dont le Gatia et le MSA, les deux groupes déjà accusés auparavant d'exactions envers les Peuls, souvent opposés par le passé aux Touaregs pour des questions de pâturage et de points d'eau, avaient rejeté ces allégations qu'elles estiment scandaleuses et honteuses. Les lanternes se sont éteintes sur les travaux des journées de radiologues d'Afrique francophone et du 9e congrès de la Société camerounaise de radiologie et imagerie médicale. Ces activités d'une importance à n'en point douter se sont déroulées dans la ville de Douala au Cameroun. Narcisse Oum, notre correspondant sur place pour le compte rendu. Les lanternes se sont éteintes sur les travaux des journées des radiologues d'Afrique francophone et du 9e congrès de la Société camerounaise de radiologie et imagerie médicale organisé dans la ville de Douala au Cameroun. Un rendez-vous scientifique annuel qui a regroupé près de 300 médecins spécialisés en radiologie, des ingénieurs biomédicaux, des techniciens d'imagerie médicale d'Afrique francophone, mais aussi des représentants industriels et des invités des autres continents francophones. Pendant 4 jours, ces spécialistes des métiers de la radiologie ont débattu sur la thématique « L'accès optimal aux technologies avancées en imagerie médicale en Afrique ». Plusieurs résolutions importantes ont été prises. Les 14e journées de radiologie qui avaient pour thème principal accès optimal aux technologies avancées ont tiré plusieurs résolutions. Une des plus fortes, c'était sur la notion de qualité et de recours utile et pertinent aux examens d'imagerie médicale, structurés pour permettre à nos populations de bénéficier des disponibilités technologiques qui sont de plus en plus croissantes, notamment en scanner multibarrette et en IRM de haut champ. Un satisfait pour ces participants. Au sortir de ces 14e journées de la Société de radiologie d'Afrique noire, nous avons eu beaucoup d'innovations. Déjà, le thème qui est l'accès optimal aux nouvelles technologies, qui a été vraiment pour nous très bien débattu. Les débats étaient très enrichissants. Elles étaient très bien organisées. Le peuple camerounais nous a accueillis avec son hospitalité légendaire. À noter, c'est le Bénin qui accueillera l'année prochaine la 15e journée des radiologues d'Afrique francophone. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le professeur Siaka Sidibé, président sortant de ces journées radiologues d'Afrique. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée.